avec Alex et Jordan de Job Teaser. Bonsoir, messieurs. Hello tout le Bonsoir, monde. merci pour Bonsoir. l'invitation. Comment Yes. allez-vous? Bah ça va nickel, Très bien. super. Je me suis accordé un peu, j'ai mis un petit pull de Noël aussi. Ah, J'essaie bien. d'être dans l'ambiance. Et donc, place à votre talk. Très bien. Normalement, j'ai partagé mon écran. Hop, il va pas. Ok, donc du coup, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous écouter pour ce talk. Donc, je me présente, donc je suis Alexandre, je travaille avec Jordan chez Job Teaser et on a travaillé notamment sur les navigation components et on trouvait intéressant un peu de faire un retour d'expérience de cette librairie, cette technologie. Donc pour axer un peu toute cette présentation, on va déjà nous présenter un peu mieux, présenter un peu le projet. Ensuite, on va expliquer un peu ce que sont les navigation components, comment ça fonctionne. Ensuite, on partira sur un peu notre implémentation, les soucis qu'on a rencontrés, comment on a fait face, et enfin donner une petite conclusion à tout ça. Voilà, expliquer un peu qu'est-ce qu'on en retire. Donc nous, on travaille donc chez Job Teaser. Job Teaser, c'est une boîte qui permet en fait de mettre en relation des étudiants, alumni, jeunes diplômés avec des entreprises, de les aider à trouver le job, le stage un peu qui leur correspond. Donc il y a une notion un peu de job board, mais il y a aussi toute une notion d'algo, de data, pour essayer de trouver la chose qui fit le mieux avec l'étudiant, l'alumni. Et ils avaient donc une application en React. Ils se sont dit, bah, ce serait bien de repasser au natif. Donc du coup, début d'année 2020, on a refait une appli from scratch pour ce but-là. Et donc avec Jordan, il a fallu prendre des décisions un peu techniques, savoir sur quelle architecture, comment on allait travailler. Donc on s'est dit qu'on allait partir par exemple sur une application single activity, du MVVM, enfin voilà, plein de choses, on détaillera un peu plus tard après. Et aussi les navigation components. Donc c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. À savoir que en disclaimer, nous on présente un peu notre retour d'expérience, comment on l'a implémenté, pourquoi ça nous a plu. C'est pas parole d'évangile, donc si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui ne plaisent pas, n'hésitez pas à le dire. On sera ouvert pour répondre à tout. Donc je laisse la main à Jordan. Yes, merci Alex. Du coup, comme vous l'expliquez Alex, on travaille chez Job Teaser depuis un peu plus d'un an, à peu près un an. Aujourd'hui, on a formé du coup une équipe pour créer une nouvelle application from scratch. Et du coup, au moment de créer une nouvelle application from scratch, il a fallu se décider sur une architecture et du coup, on est parti sur les navigation components. Donc moi, je vais vous faire un petit tour en fait d'horizon des navigation components pour ceux qui ne connaissent pas trop cette librairie, ce framework, et vous expliquer en gros comment ça marche et comment ça s'implémente. Du coup, qu'est-ce que sont les navigation components? Donc, c'est un framework du coup, qui fait partie de la suite Jetpack, qui est donc développé par Google. C'est un framework qui permet de gérer en fait la navigation entre les vues. C'est-à-dire que d'habitude ou avant, les navigation components pouvaient avoir comme habitude de naviguer entre nos différentes vues, que ce soit activités ou fragments via des intents ou directement les transactions de fragments. Et les navigation components vous proposent une autre solution qui vont permettre d'enlever un peu de complexité dans la navigation. Donc c'est une librairie qui s'articule autour d'un plugin qui s'appelle Safears, qui va pouvoir permettre la sécurité de typage, et d'un navigation editor du coup qui va être un tooling qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir une représentation graphique de notre navigation. Donc voilà à peu près pour ce qu'est les navigation components. Donc quels sont exactement les bénéfices à utiliser ces navigation components? Le premier avantage, ça va être vraiment d'avoir une navigation un peu plus facile, du coup, soit d'un point de vue code, en fait, en lecture ou en écriture. On va avoir toute la gestion en fait des transactions de fragments qui va être automatiquement gérée par le framework. Et on va avoir aussi des intégrations qui vont être simplifiées avec des bottom navigation ou des navigation drawers. Donc ça, c'est vraiment un plus pour les développeurs parce que ça va permettre d'avoir moins de code à écrire et un code qui est plus clair.
Va y avoir aussi une gestion automatique de la backstack. Donc la logique automatique assez classique de la backstack va être gérée par le navigation component, et va y avoir aussi une logique qui va être customisable assez facilement. On va avoir aussi une notion de deep linking intégrée du coup au framework qui va nous permettre en fait d'implémenter les deep links très facilement dans notre application. Et comme je vous le disais, on va avoir aussi du type safing autour de nos arguments, et d'avoir du coup un peu plus de sécurité qui va être mise en place au niveau des transitions de fragments, entre fragments d'une part, et aussi au niveau des arguments qui vont être passés entre nos fragments. Et enfin, on va avoir une gestion des animations qui va être un peu simplifiée avec un comportement par défaut des animations et de transition qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de fluidité dans le passage entre dans notre navigation. Le premier élément dont j'ai envie de vous parler, ça va être le navigation graph. En fait, ça va être vraiment le cœur de notre navigation. C'est un outil qui nous permet de définir en fait en entier notre flot de navigation. Alors ça peut être pour un module en particulier ou pour directement toute une application selon l'architecture qu'on a décidé. Un peu comme d'autres fichiers sur Android, c'est un fichier XML qui se traduit par une vue graphique pour simplifier les choses. Donc on va avoir en fait dans ce diagramme ou ces diagrammes la représentation telle quelle de la navigation de la feature ou du module ou de l'application. On va disposer en fait nos différents fragments qui vont être des destinations et on va pouvoir les faire interagir entre eux via des flèches qui seront eux des actions. On peut customiser une action assez facilement depuis l'éditeur ou même depuis le code en lui settant des animations de transition, une gestion de la backstack ou même en rajoutant des données à transporter, donc des arguments. Et donc tout ce code-là, donc cette navigation tout l'éditeur, et l'édition que vous pouvez faire à l'intérieur de votre flot de navigation, on va le retrouver bien sûr d'un point de vue code sur du XML. Hop, je peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Alex. Un code qui est assez lisible, assez simple, tant qu'il n'y a pas beaucoup trop de fragments dans notre navigation graph. En fait, on va avoir une route navigation qui va comporter du coup tous nos différents fragments. On va donner à cette route navigation une start destination, donc qui va représenter le fragment dans lequel on va arriver dans le nav graph. Et derrière, on va définir à l'intérieur de cette route tous nos différents fragments et on va pouvoir les customiser en rajoutant des deep links, en rajoutant des actions, du coup, comme je disais, pour pouvoir passer d'une destination à une autre. Donc là, on peut voir par exemple ici que pour le... Je peux passer à la slide d'après, Alex. Hop, merci. On va pouvoir, par exemple, ici, j'ai un fragment A et un fragment B et je définis ici une action pour passer du fragment A au fragment B en lui donnant un ID à cette action, en lui donnant une destination pour l'indiquer du coup vers quel ID de fragment je dois me déplacer, et en lui donnant une spécification pop-up-to qui va être un paramètre qui va être pour gérer la backstack en fait, en disant que si je vais faire un back depuis mon écran de fragment A, et bien je n'irai nulle part, je resterai sur mon fragment A. Et donc on va avoir au final de paramètres à mettre en place là-dessus. On va aussi avoir un paramètre pop-up-to exclusif qui va nous permettre de gérer la backstack et de supprimer des éléments de la backstack après que la navigation a été effectuée. Et on va pouvoir aussi rajouter des arguments à l'intérieur du coup de nos modules fragments, ainsi que des deep links. Du coup, à quoi ça ressemble niveau code? Là, je vous ai mis un petit exemple de ce à quoi pouvait ressembler une navigation entre fragments en utilisant les transactions. Donc, pour ceux qui l'utilisent encore aujourd'hui ou ceux qui l'utilisaient, on voit que c'était assez pénible à mettre en place. Puisqu'il faut récupérer du coup le fragment manager, commencer la transaction, indiquer du coup le fragment qu'on souhaite mettre dans notre container après sa création, et puis ensuite gérer ou non la backstack, et enfin faire un commit pour effectuer la transaction. Tout ce code-là, il va se retrouver en une ligne avec le navigation component. On va récupérer du coup, notre navos fragment et le nav controller de ce navos fragment, je vous en parlerai juste après. Et ensuite, on va juste faire un navigate en donnant l'ID du coup de l'action dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre du coup de passer du fragment A au fragment B. Je vous parlais du coup du navos fragment et du nav controller pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le navos fragment, en fait, c'est un widget qu'on va inclure dans notre activité et qui va contenir tout notre graphe de navigation. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les destinations, tout l'affichage de nos fragments va se faire à l'intérieur de ce navos fragment. Et du coup, c'est quelque chose qu'on intègre dans notre vue XML de notre activité ou d'un fragment si on souhaite intégrer dans un fragment. Et donc, on va faire ici, on peut l'intégrer que ce soit en plein écran, ça peut être aussi via un drawer ou via la bottom navigation.
Donc c'est assez facile à installer. Et du coup, à ce Navigation Load Fragment, on va y associer un Navigation Controller qui lui en fait va être l'objet qui va contrôler notre flot de navigation. Le flot de navigation qu'on a défini dans notre Navigation Graph, lui, il va retranscrire toute la logique définie par ce flot de navigation et il va permettre en fait de faire du coup directement la navigation entre nos différents fragments. Voilà, il va aussi garder en mémoire, pardon, j'ai oublié une petite chose, il va aussi garder en mémoire des informations du type comme la backstack, par exemple les positions des fragments, et du coup il va pouvoir, celui qui va aussi derrière implémenter la logique de backstack. J'en arrive au plugin du coup de SafeArgs. En fait, c'est un plugin Gradle donc, qui a été rajouté à la librairie des Navigation Components qui nous permet de générer 2 classes par fragment qu'on a créé dans notre Navigation Graph. Une première classe qui va en fait gérer les directions, donc en fait la différente navigation entre fragments qu'on va pouvoir affecter, et une classe qui va gérer les arguments en fait, qu'on va se passer d'un fragment à un autre. Le but des SafeArgs, comme leur nom l'indique, en fait, ça va être de sécuriser la navigation. En fait, si aujourd'hui je dis à mon fragment A de se déplacer à un fragment C sans que ce déplacement ait été défini dans mon navigation graph, je vais avoir un illegal argument state exception, je vais avoir du coup un crash de mon application puisque c'est pas un déplacement qui est possible et qui est défini. Pour remédier à ça, le plugin va en fait créer des classes liées à chacun de nos fragments. Et dans ces classes, on va retrouver en fait des méthodes pour pouvoir naviguer directement. Du coup, plutôt que de dire dans mon fragment A pour naviguer au fragment B, pardon, plutôt que de lui dire, plutôt de lui passer l'ID de la navigation, je vais lui passer directement la méthode qui a été définie dans mon fragment de direction. Ici, par exemple, je lui passe la méthode pour pouvoir me déplacer au fragment B. Et on a une autre classe qui va être créée, qui va être la classe contenant les arguments, où là, on va avoir de manière typée tous les arguments qui vont être définis dans ces méthodes de navigation. Du coup, par exemple, là, quand je vais vous montrer le fragment pour passer au fragment B, j'ai mis une variable should display pop-up, et en fait, du coup, on va pouvoir directement intégrer cette variable should display pop-up à la méthode de navigation. Et dans le fragment B, je vais pouvoir récupérer de la même manière, je vais pouvoir récupérer en fait depuis la classe qui a généré les arguments, je vais pouvoir récupérer du coup la valeur de ces arguments de manière typée et de manière sûre en fait. Donc j'ai pas besoin de vérifier que l'argument existe, j'ai pas besoin de vérifier son type, comme avec dans un bundle, j'ai juste besoin de récupérer juste les arguments et derrière la librairie s'occupe de modéliser l'objet comme je l'avais décrit. Donc là par exemple je peux, si jamais je veux afficher une pop-up à la fin de cette navigation, je peux le faire assez facilement. Et enfin, le dernier sujet dont je voulais vous parler, avant de laisser la main à Alex, c'était les deep links. Nous, on utilise beaucoup de deep links dans notre application, Alex en parlera. En fait, pour que ce soit par exemple un étudiant qui reçoit un mail lui invitant à découvrir un job ou un événement autour de son université, ou que ce soit une notification de rappel pour lui permettre, je sais pas, d'uploader son CV ou lui permettre de découvrir une offre d'emploi, on va utiliser des deep links. Alors avant c'était assez compliqué, en tout cas un peu plus complexe d'utiliser des deep links parce que du coup il fallait définir pourquoi pas un intent filter ou quelque chose qu'on devait définir dans notre manifeste et dans notre fragment, ainsi que dans notre activité peut-être aussi. Là, ça va être beaucoup plus simple à gérer. On va juste avoir à déclarer dans notre manifeste, notre application, notre navigation graph. Et derrière, on a juste à indiquer le deep link au sein du fragment dans notre navigation graph. Et bien un URI. Et ensuite, la partie navigation component s'occupe de gérer toute la partie backstack et la partie navigation de manière automatique. Du coup, ce qui nous permet de créer des deep links de manière assez facile sur notre application. Donc voilà pour toute la partie théorique autour des navigation components. Malheureusement, dans la pratique, parfois, il peut s'avérer qu'on trouve quelques soucis, quelques problèmes lors de notre implémentation. Et du coup, Alex va vous expliquer quels problèmes on a pu rencontrer du coup dans l'implémentation des navigation components et comment on a pu les résoudre du coup de certains développements. Merci Jordan. Donc en effet, on a fait face à quelques soucis surmontables. Bien évidemment, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé et pourquoi. Donc pour donner un peu de contexte, voilà, comme je disais tout à l'heure, donc on est parti sur une architecture avec des choses qui sont assez récentes. Donc on a fait le choix d'avoir par exemple de l'injection de dépendance avec Coin. On a un pattern d'architecture en MVVM.
On utilise la single activity parce que on trouvait ça assez cohérent avec la notion de navigation component. Enfin, ça nous semblait fonctionner et c'est quelque chose que Jordan avait déjà éprouvé dans le passé, donc on trouvait que c'était une solution, une bonne solution. Et on a notre application qui est modularisée, donc avec de la modularisation par feature et de la modularisation par, comment dire, avec des éléments plutôt liés au network, au core, etc. Pardon. Donc du coup, voilà à peu près comment dire, l'architecture, les modules qu'on a aujourd'hui. Donc on voit qu'on a une base avec du network, du core, shared component, UI command, etc. Donc ça c'est populate un peu partout dans l'application. Et ensuite on voit qu'on a 3 modules features que sont home, login et profil. Donc ces 3 modules features n'ont aucune communication entre eux. Ils savent pas, ils se connaissent pas du tout les uns les autres. Seul le module app a connaissance des 3 autres modules. Et du coup, comment dire, chaque module a son propre navgraph. Le graphe de navigation dont vous parlez tout à l'heure, Jordan. Chacun a son propre, en fait, c'est presque un scénario, a son propre navigation graph pour se déplacer au sein de ce même module. La question qui se pose ensuite, c'est de se dire, moi je suis dans l'état, dans la home, et je veux pouvoir aller dans le login, ou je suis dans le profil et je veux pouvoir aller dans le login, inversement, comment on fait? Et bah, c'est ce qui s'est passé. Nous, on avait une feature, on avait besoin de se déplacer, d'aller du login, d'un fragment du login à un fragment du profil. C'était voilà, des volontés produits, on avait besoin de faire ça. Et donc, c'est posé la question de savoir comment on fait pour communiquer. On pourrait se dire, c'est parce qu'ils ont mal découpé leur module, etc. C'est une réponse à laquelle on pourrait réfléchir, mais en vrai, pour avoir déjà vu les modules dans le passé, il y a toujours des petites problématiques comme ça, où à un moment, il faut pouvoir trouver un moyen de faire une sorte de communication. Donc les premières réponses auxquelles on pourrait penser, c'est de se dire, bah, on fait un contrat d'interface, voilà, on peut rendre les modules interdépendants, on perd un peu la modularisation, c'est dommage, on peut penser à un event bus, pourquoi pas, de gestion avec des intents, enfin voilà, plein de choses peuvent popper un peu dans notre esprit. Mais quand on est sur les navigation components, tout de suite on réfléchit plutôt à 2 autres choses, c'est de se dire bon voilà, on a notre app qui est modularisée. On peut penser soit en fait à faire une activity par module, ce qui est tout à fait cohérent. Au lieu de dire bah, single activity, ce pattern c'est pour toute mon app, on peut se dire bah, en fait un module il a la logique aussi d'avoir sa propre activité et c'est le point d'entrée de chaque module. En l'occurrence, nous, ça nous convenait pas parce qu'on voulait vraiment garder ce truc de single activity au niveau app. Et donc, c'est offert à nous la possibilité d'utiliser les deep links. Et donc, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Jordan. Les deep links nous servent en fait pour le déplacement interne entre modules de features qui ne communiquent pas ensemble. Donc ici, en l'occurrence, j'ai besoin d'aller dans ce fragment, qui est voilà, ce petit cercle jaune, qui se trouve dans mon profil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de core, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est populé de partout dans l'appli, on a un fichier de constante simple dans lequel on déclare tous nos deep links. Et ce qui va se passer, c'est que le login, lui, va aller chercher ce deep link, il y aura accès. Via les nav components, on va faire une redirection de deep link. Et ce qui va se voir visuellement, enfin ce qui va se voir au niveau de l'application, ça sera juste passer du fragment qui était au niveau du login au fragment du profil. Et en fait, ça sera passé par cette notion de deep link qui sera transparente en termes d'utilisation, en termes de visualisation au niveau de passage des écrans. Et quand on réfléchit, en fait, login, lui, il sait juste qu'il vient récupérer un deep link, mais en fait, il sait pas du tout où il redirige, il n'a pas besoin de savoir. Et profil, c'est juste un deep link qui vient s'ouvrir et l'écran vient s'afficher. Mais pareil, il ne sait pas d'où ça vient. Donc, on garde un peu cette séparation de fonctionnement entre login et profil et tout en ayant un moyen de communiquer. À savoir aussi que les deep links permettent de garder la backstack. Donc, si on fait back, on reviendrait bien dans le fragment qui a été lancé dans le login. On a eu d'autres soucis, c'était en ce qui concerne le passage d'objets entre écrans. Donc parfois, on a besoin de passer de la donnée d'un écran 1 vers un écran B. Comme l'a exprimé tout à l'heure Jordan, il y a les safe args qui permettent de passer en plus en étant safe justement, donc pas de problème de type, pas de problème de nullabilité, etc. Sauf que ça marche pas pour tout. Dans notre cas, on avait besoin de passer en fait un fichier PDF entre 2 écrans.
donc un fichier PDF qui s'avérait être un CV, donc on le parsait en base 64 et du coup on se retrouvait avec un objet qui est quand même très conséquent. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a voulu passer l'objet? Bah, on a eu une exception qui nous permettait pas du coup de passer cet objet. À savoir que on ne peut passer comme objet dans un safe-args que des types primitifs, les enums ou des objets parsellables. Or, nous on utilise Kotlin Serialization. Alors je crois qu'ils ont fait une amélioration, mais pour l'instant on n'a pas eu le temps de s'y concentrer, donc aujourd'hui ça ne fonctionne pas, nous la sérialisation. Et donc du coup il a fallu trouver un autre moyen. Là, c'est juste pour expliquer qu'en fait, on trouve des workarounds pour ce genre de soucis. Donc, on avait nos deux écrans avec le fragment 1 qui a son view modèle numéro 1, le fragment 2 qui a son view modèle numéro 2. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, comme on est sur une notion de CV et tout ça, une notion d'affichage de CV, d'envoi de CV au serveur, bah, en fait, on va faire qu'un seul view modèle. Et les deux fragments vont s'abonner, enfin utiliser ce view model, et ça sera le view model qui portera la logique de ce fichier PDF. Donc voilà, on a un petit souci, on trouve une autre solution, et une solution en fait qui pourrait marcher pour plein d'autres soucis avec d'autres types de navigation. Un des autres problèmes qu'on a eu, c'est la gestion de profil. Profil, c'est un object lié à notre environnement Job Teaser, avec beaucoup d'informations sur l'utilisateur. C'est un objet qui utilise plein de sous-objets, donc c'est quelque chose d'assez conséquent aussi. Et donc c'est posé le même problème, sauf que là, le profil, il peut être utilisable dans toute l'application. On en a besoin dans la home, on en a besoin dans le profil, on en a besoin dans le login. Donc comment on fait? Est-ce qu'on fait passer la donnée d'écran en écran? Bah non, c'est trop gros, comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup, on pourrait penser dire bon bah je vais faire un appel service à chaque fois que j'arrive sur un écran. C'est pas fou non plus, c'est pas la meilleure solution. Donc on s'est dit bon bah on va faire en fait un système de cache. Donc on a en fait repository, notre repo en fait qui est un single de coin, donc c'est un singleton, et du coup on fait porter en fait la notion de cache par le repo, qui, en fonction de si le cache est présent ou non, va chercher au niveau du remote data source l'information. Et en fait, petit clin d'œil à la précédente présentation, on utilise un flow pour remonter l'information à tous les view models. Donc, bon, c'est pas une présentation sur ça, mais c'est juste pour montrer qu'on peut se retrouver avec des soucis de ce genre. On peut trouver des workarounds pour ces problèmes-là qui fonctionnent et qui sont viables sur l'avenir et qui, de toute façon, auraient pu se poser pour d'autres façons de faire dans la navigation. Illegal Argument Exception, donc comme vous l'exprimez tout à l'heure, Jordan, normalement, avec les safe-args, on devrait ne pas en avoir, entre guillemets. Sauf que en fait, si, ça peut arriver, malheureusement. Là, je vais prendre un exemple. J'ai mon fragment A, voilà, title screen, qui a deux boutons. Le bouton play ici et un autre bouton juste en dessous. Et l'utilisateur, par mégarde, va cliquer sur les deux boutons en même temps. Sauf que le premier bouton me fait rediriger vers l'écran B et le deuxième bouton vers l'écran C. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer de mon écran A à mon écran B. Et la navigation, elle, aura toujours en mémoire qu'elle veut naviguer de A vers C. Sauf que comme je suis dans l'état B, cette navigation n'existe pas, comme on l'a dit tout à l'heure, et si la navigation n'existe pas, illegal argument exception, et l'application crash. Et le problème, c'est que là, c'est au final presque un misclick, et ça, c'est pas un truc qu'on pourrait gérer. Donc, en se renseignant un peu, on est tombé sur une solution, en fait, qui est un wrapper de notre nav controller. Donc on a un safe nav controller qui vient wrapper notre nav controller par défaut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, en fait, il va aller sauvegarder les ID de redirection. Et si je reprends le même cas, je misclick, je vais de A vers B. Et là, qu'est-ce qu'il va regarder? Je suis dans l'état B et je vais faire de A à C. Sauf que, comme je suis dans l'état B, mon ID de redirection ne correspond pas avec l'ID de redirection dans lequel je suis. Vu que je suis dans B, je peux pas être dans A. Donc en fait, il va outrepasser cette commande, ne pas activer cette ligne. Et de toute façon, il n'y a pas de logique de faire cette action-là, puisque comme je suis dans l'état B, je ne pourrais jamais aller de A à C. Et du coup, on évite le crash, l'application reste dans le bon état. Et si la personne veut revenir sur l'état précédent, elle a juste à revenir en arrière. Toujours est-il que, en gardant ce pattern-là, on va quand même avoir des illegal argument exception si on fait quelque chose qui ne correspond pas, si c'est un flow qui n'existe pas.
enfin, on a eu quelques soucis liés à la backstack. Donc, comme je disais tout à l'heure, Jordan, il y a quelques options qui permettent de gérer la backstack. Malheureusement, ça ne gère pas tous les cas d'usage. Et on est tombé sur un des cas d'usage qui nous a un peu mis à mal, entre guillemets. C'est le cas suivant. Donc, en fait, j'ai deux entrées, A et X. Et en fait, je vais rentrer dans un tunnel d'action. Ok, sauf que à la sortie de ce tunnel, je vais pouvoir retourner soit à A ou à X. Et comme j'ai ces deux possibilités-là, bah, comment on fait en fait pour savoir où est-ce qu'on retourne? Puisqu'une fois que j'ai fini mon tunnel, bah, je peux pas lui dire retourne à A parce que c'est tout le temps le cas. Non, on peut revenir aussi de X. Donc il faut que je sache d'où je suis parti. Et le problème, c'est qu'avec les options qui sont données dans les nav components, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, enfin, dans notre version en tout cas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, bah, en gros, on va sauvegarder, quand on est dans un fragment A ou le fragment X, on va sauvegarder l'ID de la backstack à ce moment-là, à la création de ce fragment. On fait notre tunnel, et quand on sort de ce tunnel en D, eh ben, on va aller regarder la backstack, élément par élément, jusqu'à retomber sur l'ID qui correspond soit à A, soit à X pour refaire la redirection. En termes de code, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on a un object, voilà, un singleton avec des variables avec les ID, donc l'ID du fragment A. Donc, le fragment A, quand il se construit, il va aller regarder dans la backstack. Il va sauvegarder, ça va sauvegarder l'ID avec la valeur de la backstack. Et quand on retournera à ce niveau-là en fin du tunnel, nous, on va aller reparcourir la backstack et si on voit qu'on tombe sur YourID, ça veut dire qu'on vient de fragment A et du coup, on peut rediriger vers fragment A. Voilà, donc c'était un peu compliqué à mettre en place, mais aujourd'hui, c'est pareil, ça fonctionne. On est capable de gérer plein de redirections différentes, des volontés un peu folles, parfois non du produit. Donc, on est assez content là-dessus. Voilà, c'était tout pour ce qui concerne notre implémentation. Du coup, pour vous apporter une petite conclusion sur ce retour d'expérience, nous, quand on a attaqué la librairie, on était assez optimiste, enthousiaste en tout cas. Alex, je crois que tu ne l'avais pas utilisé avant. Moi, je l'avais utilisé dans des projets perso un peu avant. Du coup, on était assez confiants. Et c'est vrai que les problèmes qu'on a pu rencontrer ont pu nous miner un peu le moral, mais pas tellement en tant que ça au final, parce que c'est des problèmes qui étaient assez facilement contournables. Et je pense que c'était des problèmes qu'on aurait eu aussi si on avait choisi d'autres modes de fonctionnement par rapport au story qu'on avait à mettre en place. Donc globalement, on est très content. Aujourd'hui, on est persuadé que ça nous a économisé du temps de développement, que ça a simplifié notre code et que ça nous a permis aussi de simplifier aussi notre application et la navigation de notre application, de la rendre plus fluide. Donc globalement, on est vraiment content. On sait que la transition. Alors aussi, il faut aussi prendre en compte le fait que nous, on vient d'un projet from scratch sur ce produit-là, et que du coup, c'était entre guillemets facile de le mettre en place pour nous, parce que du coup, on était from scratch en fait. Et on est totalement conscient que dans des projets qui sont déjà une navigation qui est mise en place, ça peut être difficile à intégrer. Mais je pense que si vous galérez beaucoup avec la navigation, ça peut être pour commencer des choses pas mal à implémenter. Surtout si vous avez une appli qui est modularisée, ça peut se tester sur une feature parce que comme ça a un point d'entrée, au final le point d'entrée après ça se débrouille tout seul. Donc ça peut être possible après, voilà. On n'a pas eu l'occasion de le tester. C'est pour nous c'est aussi pour ça que nous on l'a mis en place au début. C'était ce qui nous semblait être le plus simple à mettre en place, le mieux à mettre en place avec notre architecture de modularisation. Et vraiment aujourd'hui on ne regrette pas. Du coup voilà. Merci. Et du coup, on va pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Oui, merci beaucoup. Talk hyper intéressant. Alors, on va passer aux questions et il y en a pas mal. Alors, première question, comment se gèrent les différents formats avec Jetpack Navigation? Alors, j'ai du mal à comprendre du coup. Je pense que les formats, c'est peut-être différents types. Format de données? Mon avis, ouais, je pense. Alors, sur la partie navigation, donc pour la partie argument du coup entre les formats, c'est assez complexe. On n'en a pas parlé dans le talk. Ça gère très bien la partie des types primitifs.
donc string booléen, etc. Ça gère très bien les enums. Pour les objets, donc comme l'a expliqué Alex, parcellable ou serialisable, on peut rencontrer des soucis. Aujourd'hui, je crois Alex, tu l'as dit, mais aujourd'hui, il me semble que le serializable est intégré. Je ne crois pas que c'était le cas au début. Mais on peut rencontrer des soucis. En fait, aujourd'hui, tu peux rajouter, tu peux faire passer à peu près n'importe quel objet, à condition qu'il ne soit pas trop lourd, si je dis pas de bêtises, et à plusieurs choses aussi. Il ne faut pas oublier l'obfuscation, parce que tu peux avoir des soucis à partir du moment où tu vas builder ton app en release et ProGuard ne va pas retrouver tes objets, ce qui fait que ça peut te créer des crashs. C'est pas quelque chose qui va se gérer au niveau de la compilation, ça va être au runtime. Et du coup, il est important, je crois qu'il y a deux méthodes pour gérer ça. Il faut soit rajouter une annotation, je crois que c'est @keep sur ton objet, soit tu peux directement déclarer tes objets dans ton ProGuard rules, et ce qui te permet de passer à peu près n'importe quel objet du coup entre tes différents écrans. C'est pour ça notamment que nous, quand on pensait par exemple aux trucs de profil ou de CV, c'est pas des trucs qu'on voulait déclarer en ProGuard, que ce soit en non obfusqué. Enfin, surtout que ça quand même, ça comporte des datas qui peuvent être sensibles, c'est des datas de l'utilisateur, donc c'est un peu dommage de ne pas obfusquer cette partie du coup. Donc voilà, c'était parmi les problématiques qu'on a eues, en effet. Parfait, merci beaucoup. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser SafeArgs sans utiliser Navigation Component pour faciliter une future migration vers la librairie? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises du coup, mais j'ai pas l'impression que ce soit possible. Il me semble que c'est un plugin qui est inclus dans les Navigation Components, et que du coup, en fait, le SafeArgs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le Navigation Graph et qui va générer les classes dont je vous parlais, donc de direction et d'arguments. Il va les générer en fonction de ce graphe. Donc, je suis pas sûr que ce soit possible sans avoir ces migrations. Alors après, peut-être si effectivement vous voulez pas utiliser les transactions via Navigation Component, vous pouvez peut-être vous créer un schéma sur le côté du coup de votre navigation et commencer à utiliser SafeArgs. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Ça peut être une idée. Je pense que c'est un peu complexe à mettre en place, mais je pense, à mon avis, ça doit être compliqué. Ouais. On n'a pas eu l'implémenter. Nous, on a attaqué les deux en même temps. Voilà. Parfait. Du coup, la suivante. Le fait de déclarer un deep link le rend public. Vous n'avez pas eu de problème de rendre un passage de module en privé? Alors on n'a pas eu de soucis là-dessus. Enfin, on n'a jamais fait face à ce problème. Après nous, du coup, on garde, enfin ça le rend public, mais nous on garde un pattern qui nous est propre pour les liens internes, la navigation intra-appli. Donc il faudrait vraiment un coup de pas de chance pour qu'on retrouve, ce truc-là. Et on a un pattern qui est différent parce qu'on utilise des deep links pour rentrer en fait de l'extérieur, comme l'expliquais tout à l'heure, à partir d'une notif. Voilà. Et là, du coup, c'est un pattern complètement différent en fait. On va utiliser vraiment deux types de patterns. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va dire qu'on se protège avec ça. Après, les deep links, ça a été, enfin, pour passer d'un module à l'autre, c'est pas la solution miracle comme on pourrait. Si c'est ça qu'on a fait passer, c'est dommage parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une solution qu'on a trouvé beaucoup plus viable, plus simple et plus efficace à mettre en place. Mais en effet, ça peut avoir ses défauts. Il y a des cas comme ça où ça peut être revu. Et peut-être que passer par une activité en termes de, comment dire, en entrée dans le module, ça peut là valoir le coup si on a besoin vraiment d'être hyper safe. Parfait. Donc là, on est sur une autre question qui concerne la backstack. Pour le cas de la problématique de backstack, pourquoi ne pas faire un pop-up to be inclusif? Ou un pop-up to be inclusif. Oui, alors tu parles peut-être du le cas problématique dont parlait Alex. Alors c'est possible, on avait à peu près tout essayé, je crois, au niveau des pop-up, au niveau des options de pop-up to, et on avait des problèmes. Là, on a essayé de simplifier le problème qu'on a eu en parlant d'un tunnel. Du coup, c'est pas exactement le problème, c'est pas exactement vraiment le problème qu'on a rencontré, mais c'était plus pour vous expliquer le fait qu'il y a des cas de backstack qui sont un peu difficilement gérables, et nous on a fait ça par cette méthode-là en fait.
C'est ça, parce que du coup, des fois, tu vas supprimer ta backstack. En fait, tu as des trucs t'as des options en fait qui vont t'empêcher d'aller retourner dans le fragment précédent, mais du coup, ça risque de supprimer ta backstack. T'as pas en fait la finesse de gestion de backstack qui est nécessaire pour certaines actions. Certains use cases, ouais. Certains use cases en fait. Donc ouais, peut-être que cet exemple-là était trop simple et on aurait potentiellement pu le gérer, avec les pop-up tout, mais le vrai cas que nous on a eu, c'était pas possible. On a essayé toutes les possibilités et ça ne fonctionnait pas. Il a fallu qu'on fasse un truc à la main. Et on n'est pas les seuls. Il y a un article Medium qui est sorti là-dessus, je crois, notamment pour la navigation sur YouTube et tout ça, qui expliquait que sur certaines finesses de backstack, c'est pas possible. Parfait. Alors, pourquoi ne pas créer un module App Navigation entre vos modules App et Features pour gérer la navigation de vos écrans et retirer ça de vos features? C'est tout à fait possible. Oui. C'est une solution qui est tout à fait possible, tout à fait prenable. Il me semble que c'est quelque chose qu'on a étudié à un moment donné. On avait lu pas mal d'articles là-dessus et il y avait effectivement un sujet qui permettait de créer exactement la solution que tu proposes, c'est-à-dire créer un module navigation qui lui comporte tous les ID navigation et du coup au final c'est lui qui gère et qui gère tout seul comment ça se passe. Nous on a opté pour cette solution parce que ça nous paraissait un peu plus agréable à mettre en place. Je crois qu'il y a des soucis. Non, mais en fait, pour être honnête, c'est la première méthode qu'on avait implémentée au tout début. Oui, c'est vrai. Quand nous on n'avait que 2 modules et en fait on s'est vite retrouvé dans des cas un peu bizarres parce que il fallait que tout le monde y ait accès. Enfin, ça s'est retrouvé vite compliqué et du coup on s'était dit qu'en fait avec les deep links c'était mieux parce que c'est des endroits où on n'a pas besoin de passer de données aussi, donc ça nous semblait plus simple à gérer. C'est une solution qui est viable en tout cas. Exactement, oui, elle est totalement possible. C'est une des 2 solutions aussi. Vrai que... Je sais pas si, après ça dépend comment on gère la modularisation, mais il me semble que il se peut que Android Studio soit pas content sur certaines choses, genre qui vous souligne en rouge par exemple votre navigation parce qu'il connaît pas tel ID, mais au final à la compilation on va le connaître. Je crois qu'il y avait des choses comme ça aussi qui n'étaient pas très agréables à gérer au quotidien. Mais c'est totalement une solution qui est viable. C'est vrai. Ok. Alors, est-ce que vous gérez la navigation dans vos fragments ou dans vos view models? Alors, en fait, quand la ligne, là, on l'a pas mis dans le contexte, mais quand tu fais un find navos fragment, en fait, c'est dans un fragment. Donc, tu es obligé de gérer dans le fragment. Après, c'est 2 lignes de code, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de logique. L'appel, en fait, à la navigation, il est fait dans le fragment. Par contre, toute la logique de est-ce que je vais dans A ou dans B, tout ça, c'est porté par le view model. On a une ligne en fait dans le fragment qui est récupérer le nav host, récupérer le nav controller et donner l'ID de la redirection ou l'action de redirection. C'est tout. Tu es obligé de faire partir ton find nav controller et donc le naviguer, tu es obligé de le faire depuis un contexte. Et je crois que tu peux le faire d'une vue ou d'un fragment. Donc tu es obligé de le faire partir du fragment au final, sauf si tu commences à importer dans tes view modèles du contexte ou des vues. Et nous, c'est clairement quelque chose qu'on ne veut pas faire. Il n'y a aucun code Android, on est sur du Java, enfin du Kotlin pur du coup, dans nos view modèles et on n'importe pas du tout ou très peu de librairies Android dedans. Ça marche. Alors, chacun de vos graphes sont dans chaque feature ou dans un module navigation global? Alors, on a un graphe, on n'a peut-être pas été clair là-dessus, du coup, chacun de nos modules feature comporte un navigation graph, du coup. Donc, aujourd'hui, notre application, elle n'est pas très grosse, elle a qu'un an, mais on a 3 ou 4 modules feature, du coup, qui ont chacun leur navigation graph propre. Et du coup, c'était tout le problème qu'évoquait Alex. En fait, c'est le fait de naviguer d'un navigation graph à un autre navigation graph, étant donné que nos modules feature n'ont pas connaissance les uns des autres. Ils ne peuvent pas en fait connaître la destination que tu leur proposes au moment de naviguer. Ouais, et ça, c'est une précision que j'ai oublié d'apporter, mais peut-être si je peux remontrer la slide. Si tu peux... Hop. Ah, génial. Voilà, super. Donc, en fait, là, on voit, donc on a le home nav graph qui est dans le home, login et profil. Et en fait, dans le main nav graph, on a en fait des includes des sous-nav graph. Ce qui fait qu'en fait, le main nav graph, il a connaissance de tous les sous-nav graph. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que quand tu fais une redirection, tu n'es pas obligé de rediriger vers un fragment, tu peux rediriger vers un nav graph. Donc, quand on est dans le main, en fait,
parfois on a besoin de rediriger soit sur la home ou soit sur le login. Et en fait, c'est depuis le main, il va rediriger vers le navgraph du login ou le navgraph de la home. Et après, au sein de ce sous-navgraph, là, on va avoir toutes les redirections, les scénarios, enfin tout ça qui va être fait. Mais comment dire, chaque module feature a son propre navgraph et le app main les connaît tous. Il les inclut même. Du coup, il les les inclut. C'est comme si le main navgraph en fait comportait tous nos navgraphes à l'intérieur. Sauf que c'est beaucoup plus visible c'est ça, c'est un include quoi. Donc c'est une ligne. Cool. Est-ce que vous utilisez la navigation component pour montrer les dialogues fragments? Alors ça non. C'est effectivement une question qu'on s'est posée de comment l'inclure. On s'est posé aussi cette question. On a des Chrome Custom Tab aussi dans l'application pour des raisons produits. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire rentrer dans notre navigation, malheureusement. Donc nos dialogues fragments sont affichés par les fragments du coup et ne font pas partie de nos navigation graph. C'est aussi une des limites. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas regardé depuis longtemps ce sujet-là, donc il y a peut-être une solution qui a été apportée récemment, mais c'est malheureusement quelque chose qui est pas disponible à ma connaissance. Super. Alors, suivante. Est-ce que vous avez déjà eu un bug qui fait que la navigation fonctionne plus du tout dans l'application? J'aime bien le petit parenthèse. Non, plus du tout, non. Alors que la nav ne fonctionne plus. Alors on a eu des problèmes avec les Chrome Custom Tab, la navigation, mais il y avait aussi un lien avec le fait d'être en single activity, donc on n'en a pas forcément parlé, mais tout ça faisait lié au browser en plus. Ouais, voilà. Donc quelques soucis, du coup ça bloquait la nav, mais non, enfin nous, justement, c'est pour ça qu'on était contents, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment de gros soucis. Les soucis, après, on a trouvé des solutions, mais en termes de purement de navigation, on n'a vraiment jamais fait face à des gros problèmes. Donc c'est pour ça qu'on est content, on touche du bois. Mais les deux crashs qu'on a eu, du coup, les soucis vraiment qui ont pu bloquant dans le sens où ça cause un crash de l'application. Bon, heureusement, c'était pas en prod parce que du coup, on teste en release via des tests end-to-end notre appli. Mais on a eu, comme expliqué Alex, l'histoire de la navigation concurrentielle, du coup, avec un utilisateur qui va essayer de faire deux navigations en même temps, qui peut arriver aussi sur des navigations qui sont trop rapides les unes avec les autres. En fait, le framework n'a pas le temps de se rendre compte qu'il est dans un nouveau fragment et du coup, il considère qu'il est dans le fragment précédent. Et c'est en ça que le Safe Nav Controller nous a vraiment aidé à gérer ces cas-là. Et depuis qu'on a mis en place ce wrapper, on n'a vraiment plus aucun souci à ce niveau-là. Et l'autre souci qu'on a pu avoir, c'est ce que j'expliquais sur la question sur les types des arguments. On a, à cause de l'obfuscation, on s'est retrouvé avec un crash avec runtime, notre appli qui reconnaissait pas un objet à passer d'un écran à un autre, qui était un tout petit objet du coup, mais qui était à cause de l'obfuscation, pardon, qui n'était pas reconnu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de mettre à jour son ProGuard pour pouvoir faire passer les objets. Merci. Il reste deux questions. Alors, dans un de mes tests, après avoir lancé un Navigation Up, alors qu'il n'y a pas de base stack disponible, plus aucune navigation n'est exécutée. Pourquoi? Alors ça, c'est quand tu essaies de naviguer à la main. C'est quelque chose que le Navigation Up, on avait utilisé justement pour faire ses backs, retourner en arrière et tout ça quand on essayait de gérer la backstack. Mais en fait, oui, on a eu quelques soucis. Là, répondre à cette question, je vois pas, j'ai pas de réponse. Sans contexte, c'est un peu difficile. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça peut être lié au pop-up to inclusive. C'est ça, ouais. Si en fait, si tu as viré le fragment d'avant, que tu as clean la backstack, tu peux te retrouver dans un cas un peu comme ça. Un des problèmes, ouais. Mais là, en l'occurrence, une navigation n'est possible après le truc. Je sais, honnêtement, c'est pas un cas. Je crois pas que ça soit arrivé en tout cas ce cas-là. Non. Donc, du coup, on pourrait pas forcément t'expliquer. Mais oui, on a eu quelques soucis avec, tu vois, gérer ce truc de navigation up, remonter, récupérer, parce que tu as normalement une gestion, on va dire, programmatique de la backstack avec les nav components, mais pour avoir un peu trituré le truc, moi j'ai eu plein de problématiques avec, donc je suis repassé en mode à l'ancienne pure Android et voilà quoi.
Mais en effet, il y a eu pas mal de soucis avec et je sais qu'ils ont patché dernièrement. On s'y est pas concentré encore, mais ouais, il y a peut-être des améliorations qu'on pourrait faire, notamment nous. Mais si c'est un souci que tu as encore et que tu veux nous donner un peu plus de contexte là-dessus, n'hésite pas à nous l'envoyer si tu veux passer par le Slack du Frog ou même sur nos adresses mail, on les donnera à la fin. On pourra peut-être regarder pour voir si on peut t'aider en tout cas. Carrément. On n'est pas du tout expert hein, du tout de Ouais. navigation. C'est juste Attention. on l'a mis en place. C'est ça. Alors, dernière question. C'était les formats d'écran, en fait, pour la première question. Ah oui, c'était pas les formats de type de données. D'accord, pardon. Genre question tablette, mobile, TV, etc., qui ont des navigations différentes, même pour une même application. Alors en fait, tu peux. Alors là, du coup, nous, notre solution à nous, notre architecture à nous, je pense pas qu'elle serait pas clairement pas la meilleure à utiliser pour pour ton problème, ton use case. En fait, du coup, tu vas devoir créer des navigation graphs qui vont être différents selon tes formats et tu vas les associer à ton navigation host selon ta logique. Donc, tu pourrais imaginer que tu fais une logique, que tu poses ton navigation host dans ton activité et que tu vas inclure le graphe que tu souhaites selon la logique que tu mets en place, donc TV, mobile ou voiture, car du coup, selon le format dans lequel tu es, et du coup, à ce moment-là, tu navigueras que sur ce graphe. Mais avec notre architecture à nous, je pense pas que ça aurait été possible. Là, il aurait fallu plus être sur un module par... Enfin, si tu es modularisé entre une activité par module, justement, un seul... Enfin, plusieurs activités où du coup, tu gères au fur et à mesure et selon ta logique, les navigation graphs que tu veux utiliser. Merci beaucoup, messieurs. C'était très cool de vous avoir pour parler Navigation Component. Bah, écoute, c'était un vrai Merci plaisir. à vous de nous avoir écoutés. Ouais, et puis ouais, merci pour tout. Et passez de bonnes fêtes. Je rajoute juste un petit disclaimer, si jamais il y en a qui sont intéressés par JobTeaser, si vous cherchez un autre travail bientôt, donc si vous voulez peut-être utiliser l'application pour trouver un boulot, notre application n'est pas disponible en France pour l'instant, elle est disponible qu'en Allemagne. Elle sera disponible en France bientôt, d'ici je pense la fin du premier trimestre 2021. Et voilà, malheureusement, vu le contexte actuel, nous on recrute pas actuellement, mais qui sait peut-être bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Merci bien. Et bonne soirée et bonne fête. Salut.